Quant au riche avenir de Marie Ndiaye, édité aux éditions de Minuit. Les parents du jeune Z moururent lorsque celui-ci n'était encore qu'un enfant, et ce fut une vague tante qui l'éleva. Les rapports distants, presque soupçonneux, que circonspect de nature, il entretenait avec tante, femme avisée, grave et peu expansive, par leur étrangeté, l'amenèrent très tôt à réfléchir sur l'existence qui était la sienne, puis, comme son expérience s'élargissait au fil des années, à mille autres choses qu'il faisait cependant toujours, de près ou de loin, revenir à lui-même. Sans doute ne s'agit-il là que de traits ordinaires et ne peut-on jamais s'oublier quoi que l'on fasse. Néanmoins, le jeune Z, lorsqu'il s'en rendait compte, éprouvait de l'embarras. Il se trouvait secrètement pédant et sa plus grande crainte était que l'on s'en aperçût, bien que, pour ne pas avoir l'air de cacher ses défauts, il ne se formulât jamais cette pensée. Il était pourtant vital pour lui de réfléchir à lui-même, de mettre, comme il le disait, les choses en ordre, afin de sentir les jours reliés entre eux et d'exercer par là une subtile mais certaine emprise sur le temps. Semblable terme, le jeune Z fut mort 3 fois plutôt que de les prononcer. Mais ils correspondent assez précisément à ce qu'il ressentait et sont donc, malgré leur emphase, non dépourvus d'utilité. Plus tard, il prit l'habitude d'écrire soigneusement, par ordre d'apparition des sentiments, et, puisqu'il comptait bien que cela ne se lirait jamais, sans les embellir ni leur donner quelque tour mystérieux, tout ce qu'il éprouvait, en usant par modestie de la 3e personne du singulier. Mais ce simple choix lui causa bien du tracas. Si le jeu lui semblait fat, il craignait que le « il » ne parût littéraire et affecté, comme une fantaisie où il se plut par amour de l'ambiguïté et des rapports faussement ténébreux. Dès qu'il avait jeté dans la boîte la lettre destinée à son ami, geste qui ne lui procurait pas peu d'émotion tant il était persuadé que les postiers n'auraient de cesse de la lui perdre, ou, ce qui était peut-être pire, trouverait quelque malin plaisir à l'abandonner dans un coin pour ne la faire suivre que plus tard, lorsque tout ce qu'il avait écrit se référerait déjà à un passé trop lointain, pour que la jeune fille pût voir, en le lisant, son véritable visage et constater son évolution, le jeune Z effectuait, armé d'un calendrier, de longs et subtils calculs afin de déterminer la date probable de l'arrivée de sa lettre, puis de la réponse à celle-ci dont l'attente allait désormais constituer l'essentiel de son existence. En garçon prudent et avisé, et qui savait l'utilité de réprimer son impatience s'il voulait s'épargner une déception autrement plus cruelle, il tenait compte de 1000 impondérables, d'événements peu vraisemblables, et qu'il eût négligés en toute autre occasion, mais dont la possibilité la plus infime qu'ils survinssent, faussant ainsi ses prévisions, suffisait à lui interdire de les omettre. Il reculait alors la date en des régions absurdement éloignées et refusait d'écouter son bon sens qui, imperméable à la souffrance, égoïstement lui conseillait de faire abstraction de ces éventualités, grève dans les postes ou les transports, indisposition de son ami qui l'empêcherait de lui répondre immédiatement, voire la perte de sa lettre, hypothèse d'autant plus négligeable qu'il ne fallait à celle-ci qu'une journée pour arriver à bon port. Mais pour cette raison, et bien qu'il ne s'autorisât pas la moindre inquiétude avant l'échéance de la date si largement évaluée, le jeune Z, qui avait inconsciemment espéré et envisagé que ses calculs s'avéreraient trop prudents à mesure que les jours passaient, se sentait pris de crainte. Et parce qu'il n'avait pas reçu de réponse dans l'espace de temps pendant lequel son ami eût dû logiquement lui écrire, qu'il n'avait cependant pas compté dans ses estimations, les faisant aller par précaution bien au-delà, mais au cours duquel il n'avait pu s'empêcher d'attendre dans l'espoir fort raisonnable qu'il s'était peut-être trompé et que la lettre arriverait plus tôt qu'il n'avait cru, il lui semblait de moins en moins probable, aucune réponse ne lui étant parvenue au moment où l'eût exigé la vraisemblance que la date qu'il avait arrêtée en s'appuyant sur tant d'extravagantes potentialités, en supposant effectives des circonstances comme une grève des postes qu'il ne pouvait plus maintenant, car elle n'avait pas eu lieu, feindre de croire susceptible d'avoir retardé sa lettre ou celle de son ami, que cette date se révélât exacte. Et il songeait, terrifié, au désarroi qu'il ressentirait si rien n'arrivait ce jour-là. Car malgré ses appréhensions, son attente avait jusque-là conservé une assez belle ordonnance,
Il s'était vertueusement efforcé au calme en se disant que tout n'était qu'une question de temps et que le plus grand désespoir qu'il pouvait se permettre devrait au pire provenir de la pensée que les jours étaient bien longs avant celui qui, indéniablement, verrait l'arrivée de la lettre. Cette certitude avait rendu l'univers relativement stable et accueillant, même si elle n'avait en rien supprimé les tortures de l'impatience, lesquelles semblaient pourtant, à côté de cette certitude, presque douces. Mais la fuite des jours écoulés sans nouvelles, en le rapprochant de la date qu'il avait fixée, sans s'en rendre compte, assez loin pour laisser au hasard la possibilité de quelque catastrophe à laquelle il ne croyait pas, et pour donner à son espérance une marge inutile, tout en réservant à lui-même le plaisir d'une surprise. S'il recevait la lettre plus tôt que prévu, qui serait davantage un soulagement devant la normalité des circonstances qu'un étonnement véritable la rendait moins hypothétique et irréelle, de plus en plus semblable aux journées qu'il avait vécues jusqu'à présent et partant possédant aussi peu de chances de lui apporter la lettre espérée. Et le temps qui s'ouvrait au-delà de cette date, après laquelle il n'avait rien imaginé qu'une immense et vague félicité, béait comme un gouffre. S'il ne recevait rien ce jour-là, où s'étaient arrêtées ses prévisions les plus absurdes, les jours suivants baigneraient dans un tel chaos que la porte s'ouvrirait d'elle-même aux désastres les moins concevables. Le jeune Z comprenait tout d'un coup la nécessité, s'il voulait maîtriser aussi peu que ce fût ses inquiétudes, de laisser toujours le champ le plus vaste à son espoir, de planifier le temps à venir en y plaçant, aussi loin que l'acceptait sa crédulité, le point lumineux et flou d'un objectif dont, à chaque fois, le souvenir, même illusoire, l'empêcherait de sombrer dans un découragement de plus en plus justifié, mais aussi inutile qu'irraisonnable. Et c'est ainsi qu'il reculait, 2 jours avant la date calculée avec tant de soin, celle-ci vers des semaines lointaines, confuses et blanches. Alors il se sentait certes soulagé de ce sursis accordé au désespoir, mais se rappelant son pur optimisme des jours précédents et comme, au moment où il avait envoyé sa lettre, il se fût montré indigné si on lui avait dit qu'il attendrait encore en cette période précise une réponse qui eût dû lui parvenir depuis longtemps, au point qu'il n'eût sans doute entrevu, en toute bonne foi, mais parce qu'une éventualité si effroyable, dans le fond, lui laissait sceptique, d'autre issue qu'une action décisive, telle l'envoi d'une seconde lettre à son ami, où il lui eût vertement reproché son silence, voire un déplacement chez elle, se rappelant la belle et ferme naïveté dont il témoignait alors et l'immensité de ses espérances. Il se sentait maintenant comme vieilli, gâté, et patiné par ces concessions qu'il ne se fût pas autorisé quelques semaines plus tôt, par l'impossibilité qu'il constatait, face à la réalité et prisonnier d'une lucidité plus grande, de réécrire à son amie, de se rendre chez elle. Car il se rendait compte peu à peu, mais il n'en souffrait que davantage, que ce silence inquiétant paraissait tel à lui seulement et que bien certainement la jeune fille n'avait plus conscience, en faisant tarder sa réponse, de demeurer anormalement silencieuse, qu'elle ne semblait l'être aux yeux de Georges, un ami du jeune Z, à qui ce dernier avait raconté ses tourments et qui, amusé, légèrement incrédule, s'était écrié « Eh bien, mon pauvre vieux, mais sais-tu que tu es bizarre ?» Lui-même avait reçu 15 jours auparavant, de son ami pareillement éloigné, une lettre à laquelle il n'avait pas encore répondu, faute de temps et d'inspiration. Bizarre. Le jeune Z se souciait moins de l'être que de le paraître, et moins de le paraître à son ami Georges qu'à la jeune fille. Aussi s'était-il promis de ne jamais lui souffler mot de son attente, qui prenait pourtant, dès lors qu'il avait repoussé la date au jugé et que chaque jour pouvait, de manière parfaitement contingente, s'avérer le messager de sa délivrance, les proportions d'un véritable supplice. Il se levait, le matin, le cœur gonflé d'un espoir intact et rond qui allait croissant à mesure que l'heure approchait de la distribution du courrier. Instant terrible où son espoir semblait alors au jeune Z comme une roche immobilisée en un fragile, douloureux équilibre sur les hauteurs escarpées d'une crête où il attendait pour se diluer dans le flux soudain du bonheur qu'il ne réalisait qu'après lorsqu'il ne le ressentait plus, car il l'atteignait sur le moment avec la force brutale et inattendue d'une souffrance, ou s'évanouir en laissant place à l'accablement, le succès ou l'échec, l'arrivée ou l'absence de la lettre.
Et une déception suffisait à noyer de grisaille le restant de la journée, qui s'était pourtant, dès le matin, offerte à l'ardente expectative du jeune Z, tel un espace pur et blanc, illimité par la possibilité qu'il recélait de voir s'opérer le miracle, journée au cours de laquelle l'existence du jeune Z eût été si complètement transformée pour peu qu'eût été exaucé son vœu le plus cher, qu'il se sentait pris de vertige à la fois devant la modestie, voire l'insignifiance, qu'eût revêtu celui-ci au regard d'un étranger, et devant la métamorphose que lui-même eût cependant subie, car rien ne l'eût rendu aussi heureux si cet événement médiocre était survenu. Qu'il ne se produisit pas lui donnait l'impression, chaque matin, que tout était fini. Mais dès qu'apparaissait de façon concrète dans les nuances changeantes du ciel, ou plus subjectives dans l'espèce de bienheureuse torpeur qui s'emparait de lui, les prémices du crépuscule, un embryon d'espoir, de cet espoir si plein et si fragile du matin, commençait timidement de se former en son cœur comme modelé tout exprès pour le recevoir, et le jeune Z, à qui la longueur du triste après-midi avait fait oublier qu'il existait un lendemain, considérait avec moins de répugnance et presque une sorte de joie, inquiète, mélancolique et douce, l'idée de vivre les quelques heures qui verraient, qui peut-être voyait déjà, l'acheminement vers lui de la lettre tant attendue. Et cela en un cycle qui paraissait sans fin, car les longues semaines que son amie, ignorante de ce qu'il éprouvait et qu'il lui dissimulait soigneusement, laissait parfois passer avant de lui écrire, n'ôtaient rien à cet espoir qui se renouvelait après chaque mort du matin. Mais le jeune Z ne prenait jamais mieux conscience de l'inutilité de son tourment, malgré ce qu'essayait de lui en dire son ami Georges, que lorsqu'il découvrait, à son chevet où tante l'avait posé, la lettre dont la présence inerte, commune, si souvent imaginée, là, près de son lit, d'où il lui arrivait, croyant la voir, de tendre la main, avait quelque chose de si inexorable que d'avoir pu envisager, comme il l'avait fait, que cet instant n'arriva jamais, semblait tout d'un coup, ainsi que le découragement qui en avait résulté, une folie. Et son anxieuse attente des jours précédents s'évanouissait. Il en oubliait jusqu'au souvenir, dans l'évidence de cette réalité soudain devenue nécessaire et prévisible. Et tandis qu'il avait songé au bonheur que lui procurerait l'arrivée de la lettre comme au dernier qu'il pût exiger, qui le comblerait si bien qu'il n'aspirerait plus jamais après ceci à quoi que ce fût, le peu d'émotion qu'il éprouvait en lisant son ami se nuançait en vagues dépit, car elle ne lui écrivait pas ce qu'il avait espéré, omettait de répondre à une question importante qu'il lui avait posée, et le jeune Z se sentait à nouveau empli de désir. Il songeait, dans une étrange inconscience, que son ami eût pu aussi bien ne pas lui écrire, qu'il n'en était guère plus avancé maintenant. Et il lui répondait immédiatement pour faire se hâter le moment où il aurait une lettre plus complète de la jeune fille. L'attente des lettres de son ami, qui n'arrivait parfois que fort tard après l'envoi des siennes, soit que la jeune fille fût très occupée, soit qu'elle s'impatientât de la diligence un peu obstinée du jeune Z à lui répondre et voulut lui signifier par un silence qu'elle n'expliquerait pas, qu'elle tenait à garder son entière liberté d'action, cette attente l'avait petit à petit rendue plus précieuse et plus inaccessible aux yeux du jeune Z qu'elle ne l'eût été, quand bien même ne l'eût-il pas vu davantage si ses missives avaient fidèlement suivi les siennes. Sans le réaliser nettement, il avait fait de cette double absence, physique et épistolaire, la raison principale de son amour. Celui-ci lui paraissant d'autant plus infrangible que, ne pouvant entrevoir qu'un faible aspect de l'esprit comme de l'existence de son ami, le jeune Z ne trouvait rien à lui reprocher. Sans doute lui arrivait-il, lorsqu'il s'arrêtait frappé de l'impudeur d'une phrase qu'il venait d'écrire, de songer qu'il en allait peut-être autrement de la réciproque et qu'il se livrait trop à son amie en comparaison de ce qu'elle daignait lui apprendre d'elle-même, qui restait toujours assez superficielle malgré les prières dissimulées du jeune Z pour qu'elle se confiât davantage. Ses craintes néanmoins ne faisaient jamais long feu, bannies par les qualités qu'il lui attribuait et qui, si la jeune fille les possédait réellement, mais dans le cas contraire il se disait qu'il ne l'eût pas aimé, devaient lui interdire de le juger sur ce qu'il lui écrivait, comme il eût, quant à lui, estimé odieux et dangereux de le faire. Par mesure de précaution,
et sans s'apercevoir que ce soin annulait son raisonnement, il ajoutait régulièrement un post-scriptum, ce qui était une façon de rendre la chose la moins insignifiante et entendue, que les mots avaient bien souvent déformé sa pensée, que la jeune fille aurait tort de le lire en s'imaginant que ce fût la réalité pure. Il espérait vaguement qu'une telle précision ferait flotter un peu de mystère sur sa personne, qu'elle empêcherait en tout cas son ami de croire que quelques lignes pouvaient suffire à révéler les tréfonds de son âme. Bien qu'il se figurât ne vivre que dans cette perspective, le jeune Z n'éprouvait rien qui ressemblât à de la joie lorsque, 2 ou 3 fois l'an, son ami lui annonçait sa visite prochaine. Il craignait en vérité qu'il ne s'agît d'une mauvaise plaisanterie, tant l'éloignement et la volonté réticente de la jeune fille pour se rapprocher de lui, ne fût-ce que par la voie du courrier, avaient fini par lui intimer la conviction, non formulée, à peine consciente mais sensible dans son être profond, au point que 1000 subterfuges auxquels il avait recours, inventant des sujets qui les justifiassent, n'avaient d'autre but que de le faire s'habituer à l'idée, que le moment ne tarderait guère où elle se détacherait complètement de lui. Puis, l'image qu'il avait gardée d'elle, poétique et floue, embellie par la disparition progressive des défauts qui lui avaient été impossible de ne pas remarquer lors de leur dernière entrevue et qu'occultait le désespoir sincère du jeune Z de ne pas la voir plus souvent, ainsi que son désir, développé par la graduelle imprécision de ses souvenirs d'aimer un être parfait, cette image, noyée dans la brume d'une abstraction et d'une pureté idéale, il devait brusquement la corriger, l'adapter au prosaïsme d'un rendez-vous, d'un horaire, d'un lieu, réalité commune mais précise et qui, en enveloppant ses rêves soigneusement décantés d'informations pratiques et mesquines, leur ôtait leur précieuse limpidité, leur constance intemporelle. S'il reconnaissait la nécessité de savoir exactement où et quand retrouver son ami et qu'il se félicitait même, dans une volonté opiniâtre de la parer de toutes les vertus, de la découvrir si avisée, le jeune Z eut pourtant sacrifié à cette vulgaire exigence de plaisir de voir se refléter dans la lettre de son ami, où se dessinait en filigrane celle qu'il rencontrerait bientôt, le visage indécis, fondu en une douce carnation de nuances pastel, vaporeux et céleste de la jeune fille qu'il aimait. Car les précisions qui lui étaient données avec une rigueur militaire et une abondance de détails inutiles, comme s'il se trahissait là, à l'insu de la jeune fille, sa véritable nature, faisaient ressurgir en lui, où le temps et les lettres rares les avaient enfouies, des imperfections, un vilain grain de peau, un nez avare qu'il avait oublié, dont il lui semblait que les phrases trop explicites les exhibaient soudain. De même qu'il n'avait pas remarqué au premier abord, sous le phare dont elle usait habituellement, la grossièreté un peu étrange de sa peau, cette rigueur complaisante que les circonstances n'imposaient pas, le plaisir qu'elle paraissait y trouver malgré elle, incitait le jeune Z à penser qu'il s'était peut-être fourvoyé à son propos, ou du moins qu'il avait commis une erreur en accordant une totale confiance à sa propre mémoire.